Bien, bonsoir. Dans l'actualité, le programme triennal consacré à la région de Matam dans le nord du pays, 127 milliards de francs CFA, la santé, la formation et l'agriculture en première ligne sur l'enveloppe prévisionnelle de 532 milliards de francs CFA. Plan dévoilé au terme du conseil interministériel qui précède le 6e conseil des ministres décentralisé à Matam. La rencontre se tient demain jeudi. Sédhiou, paralysie quasi totale du système éducatif, du préscolaire au lycée. Le débrayage du collectif des enseignants largement suivi. Ses membres exigent de l'État le respect des accords déjà signés. Cité Cypress de la foire de Dakar, une dizaine d'habitations démolies. Les propriétaires portent plainte contre X. Ce 20 mars, journée internationale consacrée à la francophonie, le centenaire de l'auteur martiniquais Aimé Césaire célébré à l'occasion à Dakar. Et puis l'entretien éclair, dernier chapitre de cette édition. Nous sommes ce soir avec le leader de Teki. Nous ferons un tour d'horizon de l'actualité avec Mamadou Diallo dans un instant. Matam, le président Sall est arrivé cet après-midi. Il préside le conseil des ministres décentralisé de demain jeudi. Quelques heures auparavant, l'équipe d'Abdoul Mbaye a tenu un conseil interministériel. Globalement, une enveloppe prévisionnelle de 532 milliards de francs CFA est annoncée. Nous retrouvons notre envoyé spécial sur place, Adia Talla, qui indique les priorités, la santé, l'agriculture et la formation. Adia, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors Adiatala, d'abord l'accueil qui a été réservé au chef de l'État sur place. Oui, c'est une EUN qui a accueilli le président Macky Sall de l'aérodrome de Ourossogui jusqu'à Matam. À sa descente d'avion, il a bifurqué pour procéder à l'inauguration d'un lycée, fruit de la coopération franco-sénégalaise. Quelques heures auparavant, les membres du gouvernement, sous la conduite du Premier ministre Abdoul Mbaye, se sont réunis en conseil interministériel. Ils ont présenté un programme ambitieux pour la région de Matam. 127 milliards vont être injectés dans la 11e région. Les secteurs prioritaires sont la santé, l'éducation, l'emploi, l'agriculture, le tourisme, l'élevage et la formation professionnelle et les infrastructures. Il est prévu la construction d'un lycée technique, d'un centre de formation. Le tronçon Djoum-Bakel va être réhabilité. 5000 hectares vont être également valorisés pour développer l'agriculture. Outre la route Matam-Linguère et Ourossogui, et Matam-Ourossogui également vont bientôt être réceptionnés. Les populations se sont réjouies aussi des décisions prises dans le sens de développer la région de Matam, longtemps oubliée selon elles. Le conseil interministériel de ce matin annonce le conseil des ministres tant attendu des populations matamoises de ce jeudi qui va être présidé par le président Macky Sall. La visite de Macky Sall est aussi une occasion pour les responsables politiques locaux de la mouvance présidentielle de rivaliser d'ardeur dans la mobilisation. Des banderoles sont accrochées un peu partout à Ourossogui et le long du tronçon Matam-Ourossogui pour manifester le soutien au président Macky Sall, par ailleurs président de l'APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc le président de la République séjournera à Matam jusqu'à samedi. Adiatala, merci. Cette réaction du maire de SICAP Liberté, à la sortie du président Sall au sujet du découpage administratif et de l'installation de délégations spéciales. Santi Agne approuve ce confort légitime que le chef de l'État accorde aux élus locaux. Écoutez. Mais quand on bloque, parce que simplement, un politicien veut la place d'un autre, mais ça c'est anormal. C'est anormal. Et je pense qu'il a dit qu'il n'y aura plus de délégation spéciale à la manière politicienne. Et ça, vraiment, nous le saluons. Parce qu'il faut que la démocratie suive son cours. Les gens vont en élection. Ils sont élus démocratiquement par des populations qui exercent leur devoir citoyen. Et on vient dire par la volonté du chef, on vous enlève monsieur et on met à la place un affidé du chef. Ce n'est pas normal. Mais l'autorité centrale a le pouvoir de sanctionner des maires qui font autre chose que ce pourquoi ils sont élus. Mais on n'a pas le droit de dire, monsieur, on vous enlève parce que vous ne plaisez plus au roi. Sédhiou, les enseignants ont tourné le dos aux salles de classe, tout niveau confondu, une paralysie quasi totale du système éducatif sur place, ce pour contraindre les autorités à respecter les accords déjà signés avec le collectif des syndicats d'enseignants. Le débrayage a été donc largement suivi. Voici le secrétaire général du SAEMS-CUSEMS avec Bakary Konté. Nous avions proposé pour qu'au niveau du sommet,
que la grève continue, que les gens puissent bloquer le système éducatif afin que ce gouvernement qui joue au dilatoire puisse régler à jamais les difficultés auxquelles les enseignants sont confrontés. Nous sommes bien sûr disposés à aller jusqu'au bout parce que vous avez vu derrière moi, il y a une masse derrière moi qui est engagée pour pousser le gouvernement de régler définitivement les revendications des enseignants. Parce que ce sont des revendications importantes et pertinentes parce qu'il s'agit de la formation des enseignants recrutés comme vacataires, des enseignants et des professeurs contractuels qui n'ont aucune formation. Et vous mesurez, quand ces enseignants ne sont pas formés, quels sont les dangers auxquels les enfants peuvent être confrontés. C'est pourquoi nous avons demandé au gouvernement de régler définitivement le problème de la formation, mais également de régler les passionnés professionnels qui se trouvent aujourd'hui sur la table du ministre de l'enseignement supérieur. Et si ces problèmes ne sont pas réglés, eh bien nous sommes disposés, nous sommes déterminés, engagés à bloquer le système éducatif. Le cauchemar des habitants de la cité Cyprès près de la foire de Dakar. Une dizaine de maisons démolies devant les propriétaires impuissants. Les victimes annoncent une plainte contre X. Alioune Diagne et Boudjouf. Spectre de ruines et de désolation, voilà tout ce qui reste de cette cité Cyprès, située à quelques encablures de la foire de Dakar. Près de 18 habitations, tous rasées. Les propriétaires de ces maisons crient au désarroi. Je me retrouve sans abri. Je me demande où est-ce que je vais passer la nuit. Je suis très inquiet, mais je me remets à Dieu. Il nous avait donné même des documents qui lui donnaient une autorisation d'occuper signée par le gouverneur. Et on a les documents en main avec nous. Donc, quand il nous a présenté là-bas, on était même partis ensemble au domaine de la foire. Et il y a un gars, après visite, il nous avait dit que oui, décidément ça leur appartient. Donc on est parti voir un huissier pour qu'il constate l'achat et après on lui a donné un acompte de 10 millions. Dans ces environs de la foire, le problème du foncier est récurrent. Cette démolition vient s'ajouter à d'autres dizaines. Ici, on a dépensé environ 10 millions. Environ 10 millions parce que vous voyez, moi j'ai fait une très bonne fondation et je travaille avec du fer importé, le 14 et 15. Même si vous voyez au parage, il n'y a presque pas personne. Et il n'y a personne qui a travaillé avec ce genre de fer. Parce que il arrive parfois que plusieurs personnes se disputent un seul terrain. J'ai été victime de cette situation. On m'a juste demandé de quitter, prétextant que le terrain appartient à quelqu'un d'autre. La solution, nous, dès demain, on va voir notre avocat et intenter une action en justice et voir comment il va faire pour nous rembourser notre argent et nous dédommager. C'est tout court. Certains propriétaires de maisons détruites déclarent détenir des titres fonciers. Ils menacent de porter plainte. Et d'ici quelques jours, ce problème finira peut-être entre les mains des autorités judiciaires. Ce 20 mars, journée internationale consacrée à la francophonie, le président de la République du Sénégal a présidé l'ouverture officielle d'un colloque qui rend hommage à Aimé Césaire. Aimé Césaire, cahier de retour au pays ancestral, c'est le thème de la rencontre dédiée au poète martiniquais. Je me réjouis très fortement que l'OIF et le président Abdou Diouf aient choisi le Sénégal pour abriter cet important colloque à l'occasion du centenaire de la naissance d'Aimé Césaire. Il est légitime à plusieurs titres. Aimé Césaire a mené avec le Sénégalais Léopold Sédar Senghor le combat pour la dignité de l'homme noir sous le vocable de la négritude. L'amitié admirable et exemplaire entre ces deux hommes qui ont marqué le XXe siècle est universellement reconnu. Un lien profond, intense, que Césaire rappelait systématiquement à tous ses visiteurs. Il fut si bouleversé par la mort de son ami fondamental. Aimé Césaire a profondément aimé le Sénégal, qui le lui rend au centuple. Il a visité plusieurs fois notre pays, dont il se dit subjugué, notamment par la Casamance. Aimé Césaire était réellement et sincèrement attaché au Sénégal. Et sa passion pour le continent noir ne souffre d'aucun doute. Avec sa disparition,
l'Afrique a perdu un ami. Les Antilles, un conducteur. Et le monde, l'une de ses dernières consciences universelles. Le président Sall, à l'heure actuelle, à Matam pour les besoins de ce 6e Conseil des ministres décentralisé qui s'y tient demain. Le thème de cette édition de la Journée internationale de la francophonie, pour en reparler, le français est une chance, et bien une chance également aux yeux de ces élèves que Amina Sow a rencontrés. La rencontre justement avec les œuvres de l'un des illustres pères de la négritude. Oui, voilà. Le capitaine nous demande une photo. Aimé Césaire. Le nom suscite l'attention et l'intérêt de ses élèves en classe de seconde. Dans cette école publique dakaroise, les ouvrages de l'auteur martiniquais figurent dans le programme des enseignements. Césaire, il faisait partie du mouvement de la négritude avec Senghor et Damas. Lui, dans toutes ses écritures, dans toutes ses œuvres, il parlait particulièrement de la négritude, ou bien des conséquences de la colonisation. Le cahier d'un retour au pays natal, une des œuvres de l'écrivain les plus célèbres. Ici, les élèves listent les grands combats portés par Aimé Césaire. J'ai lu son poème Cahier d'un retour au pays natal, ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n'ont su dompter ni la vapeur ni l'électricité. On sait que Aimé Césaire a beaucoup œuvré pour la négritude. Et lui, il défend toujours les Africains. Et à ses côtés, il y a son ami, qui s'appelle Léopold Sédar Senghor, à qui il a beaucoup soutenu. La journée internationale de la francophonie est célébrée ce 20 mars, une date qui coïncide avec les festivités du centenaire d'Aimé Césaire. Il est prévu un colloque intitulé Aimé Césaire, cahier d'un retour au pays ancestral, entre autres manifestations. C'est une notion importante que celle qui permettra à un Sénégalais, à un Dahoméen, à un Malien ou un Congolais de s'asseoir autour d'une même table et de se sentir comme les membres d'une même famille. Nous parlons encore langue avec cette expérimentation des langues maternelles à l'école. Les premiers pas ont été posés déjà en 2002 au Sénégal. L'apprentissage qui couvre plus de 114 classes. Les inspecteurs de l'éducation ont été aujourd'hui à l'école de la langue maternelle. Alioune Diagne, Fatou Bintou Kanté. Pour mieux améliorer la qualité de l'apprentissage dès les 3 premières années de l'éducation de base, les langues nationales telles que le Wolof et le Pulaar ont été expérimentées dans les écoles sénégalaises. L'introduction des langues nationales à l'école élémentaire est venue répondre à un besoin de recherche de qualité. Nous avons tous constaté que depuis quelques années, que nos écoles souffrent de qualité au niveau des apprentissages. Et que l'une des raisons est que les enfants qui apprennent dans une langue étrangère ont déjà un double blocage. Le blocage déjà de la langue et le blocage aussi surtout de l'apprentissage. Et pour donc enlever ce premier blocage, nous avons tous pensé qu'il est important que l'enfant apprenne d'abord dans une langue qui lui est familière. Ce modèle d'enseignement-apprentissage a obtenu des résultats fort appréciables, surtout dans les disciplines telles que la lecture et les mathématiques. Au niveau de l'Éden de Grand Dakar, ce qui a été ressorti, c'est qu'on a eu à comparer la classe bilingue avec les autres classes. Et on a vu que les résultats étaient meilleurs, les performances réalisées par les élèves étaient meilleures que dans les autres langues où on n'a pas eu à expérimenter donc les langues. Pour mieux élargir cet enseignement bilingue, les inspecteurs de l'enseignement ont eu droit à une formation de 2 jours. Après avoir démarré une telle expérimentation, il était important d'abord de réunir tous les outils nécessaires pour l'expérimentation, mais il fallait aussi former les ressources humaines, c'est-à-dire les maîtres et les directeurs, les enseignants donc qui vont tenir ces classes expérimentales. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions mis un plan de formation pour former les enseignants pendant les vacances, dans le principe de ne pas leur sortir de leur classe. Ce modèle d'enseignement-apprentissage basé sur les langues maternelles couvre 114 classes et touche plus de 6000 élèves de l'élémentaire au Sénégal. L'angoisse de la banlieue de Dakar à 4 mois de l'hivernage à Yeumbeul. Les eaux de la saison des pluies précédentes stagnent toujours. Un milieu propice au règne de la maladie, mais également à la présence de reptiles dans les maisons abandonnées. Mardieng, Daniel Diouf.
Ces images, on en trouve vraiment dans la banlieue dakaroise, suffisant pour traduire l'état de dépitement des populations comme ici à Yeumbeul Sud. Nos enfants jouent ici, ils n'ont pas de lieux aménagés. Il y a des moustiques, il y a tout ici. Nous, habitants de Yeumbeul, sommes épuisés. Il y a de l'insécurité, tu vois des gens y passer ici, tu vois des gens viennent ici pour fumer de l'herbe verte. Tout ce qui est les enfants sont là, tu vois, donc il y a des animaux ici. Ces habitations abandonnées, dans bien des cas, servent de dépotoir. L'étroitesse des rues empêche le passage des camions à ordures. Et cette situation favorise toutes sortes de pratiques, y compris des crimes. Nous avons même vu des corps sans vie déposés dans ce quartier. Tous les déchets sont déversés chez nous. Une fois, une dame a été tuée, son corps jeté à cet endroit. C'est la police qui est venue le chercher. Dans l'attente d'une solution durable, ces populations sont partagées entre indignation et patience. La solution à leurs difficultés est l'attente de l'autorité gouvernementale qui ne se manifeste pas, selon elle. Tout ce que nous avons vu, c'est qu'on ne fait que des promesses. De tous les régimes qui sont passés ici, il y a tout ce qui a été annoncé en termes de programmes structurels, ça a été à l'état-projet. Sérieusement, les seules actions que nous avons bénéficiées, ça provient essentiellement de partenaires. Aujourd'hui où je vous parle, 50 quartiers patauges pendant l'hivernage, 50 quartiers sur 58. Ces habitations, malgré leur état avancé de délabrement, restent à la fois un motif de désespoir et la seule alternative pour ces populations. Dans l'actualité sportive, le Sénégal-Angola de samedi prochain à Conakry. Ibou Diouf, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors je vous laisse dérouler. Donc vous l'avez si bien dit, l'actualité sportive reste dominée aujourd'hui par la rencontre Sénégal-Angola prévue en Guinée. Donc les Lions ont effectué leur deuxième séance d'entraînement ce mercredi au stade du 28 septembre de Conakry. Le travail est axé sur la technique et l'emplacement tactique. Alain Giresse, sélectionneur national, s'exprime au micro de Cheikh Tidiane Diaw. Bon, il y avait une base un petit peu athlétique, un rappel athlétique, et après on a été dans l'élaboration de notre collectif. Voilà le thème, les grandes lignes, et nous poursuivrons cet après-midi aussi dans ce cas-là. C'est pour ça qu'on le fera en toute discrétion, puisqu'on va rentrer un petit peu dans notre plan de jeu, et on va éviter que ça puisse se communiquer. Alors, après une heure de séance, comment trouvez-vous la pelouse? Elle est bonne? Oui, ça va, elle est haute. Elle est haute, il faut la laisser haute, comme ça la protège, et puis elle sera tondue pour le jour de match, pour donner un peu plus de vitesse au ballon. Je peux avoir toutes les inquiétudes du monde. Si j'avais la capacité à changer la température, je le ferais. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, moi je suis très pratique et pragmatique, et face à des situations qu'on ne maîtrise pas, ça ne sert à rien de poser des questions parce que donc il faudra être. On fait tout ce qu'il faut en dehors, s'adapter, s'entraîner quand il faut, récupérer, bon, enfin, tout ce qu'il faut pour faire face à cette température, sachant que vous avez des joueurs professionnels qui sont préparés physiquement pour répondre à des situations qui sont compliquées. Vous savez, il y en a, vous parlez aujourd'hui de chaleur, et il y en a, ils sont confrontés en Europe à des situations de grand froid. Ça se termine, mais il y a eu des grands froids aussi. Et quand on voit que les terrains sont gelés, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on joue. Donc la capacité aussi d'arriver à pouvoir s'adapter le mieux possible. Toujours Sénégal-Angola, les Lions sont motivés pour garder leur première place du groupe. L'annonce est faite par le capitaine de l'équipe nationale de football. Il s'agit de Mohamed Diamé. Il salue également la cohésion qui règne dans la tanière en dépit de l'arrivée de beaucoup de jeunes joueurs. Il s'exprime au micro de nos envoyés spéciaux. Personnellement, non, on ne voit pas ça comme une revanche. On est là, comme vous savez, on est pour l'instant premier du groupe, donc on va essayer de maintenir cette position et prendre ces 3 points. Oui, comment vous avez mis du temps à vous adapter, à vous imposer comme on de ce cadre? Quel est réellement votre... Non, je suis arrivé dans cette équipe où déjà il y avait de très grands joueurs, déjà comme Mamad, Soulé, tout ça, c'était des grandes personnes pour moi. Je suis arrivé un peu sur la pointe des pieds. Et bon, aujourd'hui on a avancé, il y a beaucoup de choses, il y a quelque chose qui ont changé. Donc aujourd'hui je me sens bien dans cette équipe et j'espère juste qu'on va atteindre les objectifs qu'on a envie d'atteindre. Le groupe, comme je vous dis, il a pris un peu plus de jeunesse, comme vous savez. Et bon, les joueurs commencent à s'entendre de mieux en mieux aussi, parce que je suis arrivé dans une équipe où il y avait déjà un bon feeling.
Mais j'ai appris à les connaître un peu plus et aujourd'hui, je me sens très bien dans ce groupe. Khalifa, une information qui intéresserait peut-être certains supporters. Les Palancas Negras d'Angola feront face aux Lions du Sénégal et 4 joueurs de cette équipe ne seront pas de la partie. Il s'agit des attaquants Jama Campos et Guillermo Afonso et 2 milieux de terrain. Il s'agit de Pirolito et de Vado qui souffrent tous de blessures. Espérons qu'ils n'ont pas de bottes secrètes. C'est des ténors, on peut dire. Toujours football, Cheikh Amar appuie dans cette initiative la Fédération sénégalaise de football et le 12e Gaïndé. L'homme d'affaires sénégalais a offert un chèque de 30 millions en guise de soutien pour le match Sénégal-Angola. Et selon Pape Diogoy Faye, conseiller en communication du groupe Amar, et Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, qui remercie de ces gestes qui leur enlèvent une épine au pied. Nous avons la possibilité d'aider le foot sénégalais, autant le faire. C'est pourquoi il a dégagé 2 chèques. Le premier est un chèque de 30 millions. 30 millions de francs CFA destinés et à la fédération et le 12e Gaïndé. Dès demain, tout sera prêt, les t-shirts, les casquettes et les drapelets pour soutenir les Lions de la Teranga. C'est un montant de 10 millions qu'il a dégagé pour ça. Cher, au nom de la famille sportive, au nom de la famille du football, soyez-en remerciés du fond du cœur. Et je pense aussi que les autorités du Sénégal qui nous accompagnent dans cette mission apprécieront à leur juste valeur ce geste hautement symbolique, mais aussi hautement substantiel pour nous, parce que c'est vrai, dans un contexte où, vous le savez, nous allons jouer à domicile, à l'extérieur, avec tout ce que ça suppose comme difficulté en termes de logistique, en termes de moyens. US Ouakam et Renaissance de Dakar, pour parler toujours football, sont qualifiés au 16e de finale de la Coupe du Sénégal. Les 2 équipes ont respectivement éliminé le Racing de Dakar 4-3 à la série de pénaltys et la Jeanne d'Arc de Dakar 2-1. C'est un reportage signé Cheikh Tidiane Dione. Jeanne d'Arc éliminé de la Coupe du Sénégal par Renaissance de Dakar grâce au doublé du redoutable avant-centre Pape Sango Nessar marqué à la 11e et à la 60e minute. Et pourtant, la vieille dame avait résisté jusqu'à la pause en se neutralisant un but partout. Le vaincu de l'édition de 2012 face à l'AS HLM se fixe comme objectif majeur remporter la Coupe. La mission, c'est d'aller le plus loin possible en Coupe, mais l'objectif principal, c'est la montée. Mais on va prendre match par match comme l'année dernière pour essayer d'arriver en finale. En deuxième heure, la rencontre opposant le Racing Club de Dakar à l'USO, les pensionnaires du National 1 surprennent en ouvrant le score à la 64e minute par le remplaçant Ella Sidibé Badiane, une avance qui dure 25 minutes. Toutefois, aux ultimes secondes, l'USO revient à la marque par Babacar Gueye à la 89e minute. Un but partout et les prolongations. Le club wakamois s'impose lors de la séance des tirs au but 5-4. L'expérience a eu raison sur la jeunesse. Les divisions, donc tous les matchs de coupe sont très difficiles, sont âprement disputés. Donc c'est pour cela, bon, nous on a géré avec l'expérience, on a été mené. On a égalisé à l'arrache. Bon, sur le fil, on les a gagnés au tir au but. Mais c'est des matchs de coupe. Bon, il y a eu beaucoup d'enseignements, il y a eu beaucoup de jeunes qu'on a lancés aujourd'hui. C'est ça la satisfaction aujourd'hui. Le champion du Sénégal de 2011 avait du mal à sortir la tête de l'eau. Au cours de cette rencontre face au Racing Club de Dakar, l'Union sportive de Ouakam a évité de justesse de subir le dur coup qu'il a ressenti lors des 16e de finale Coupe de la Ligue face à Dakar Sacré-Cœur, tandis que la Renaissance a montré sa suprématie à la vieille dame, évoluant en Ligue 2 professionnelle. Et basketball pour terminer, la Fédération sénégalaise de basket a reçu mardi du ministère des Sports son budget pour les compétitions internationales de cette année. C'est une enveloppe d'une valeur de 170 millions de francs CFA dans laquelle seront pris en compte les salaires des entraîneurs nationaux. Pour Baba Tandian, le président de la fédération, cette somme est dérisoire à la vue de toutes les charges à faire face au salaire des coachs, des matchs amicaux également et les primes de regroupement.
Khalifa, c'était tout pour la page sport du jour. Ibou Diouf, merci. Dans quelques instants, nous recevons Mamadou Lamine Diallo, membre de Benno Bokk Yakaar, d'abord de Tekki. Nous ferons avec lui un bref tour d'horizon de l'actualité judiciaire, également l'actualité éducative. Mamadou Lamine Diallo, bonsoir. Vous avez fini de vous installer. Alors, tout d'abord, votre prise de position face à la marche des pensionnaires de l'école de formation des agents des eaux et forêts. Vous ne semblez pas, en tout cas, accorder du crédit à leur démarche. Non, je trouve qu'ils sont courageux en marchant de Ziguinchor à Dakar, en attirant notre attention sur, évidemment, le problème de l'emploi des jeunes, qui est un problème important pour tous. Mais ils ont tort, je crois, et je leur ai dit clairement, de penser qu'ils sont formés pour être des fonctionnaires. Et je crois que si c'est cela que leurs professeurs leur ont appris là-bas, eh bien c'est une erreur. Au contraire, je crois qu'ils sont formés pour être demain des paysans modèles, parce qu'ils auront appris la comptabilité, les techniques culturelles, etc. Ils connaîtront le marché. Et par conséquent, c'est sur eux, à mon avis, qu'on doit bâtir la nouvelle agriculture. Est-ce que du coup, on peut penser qu'il y a urgence de décomplexer le monde paysan? Assurément. Assurément. Si nous estimons que c'est le secteur qui va être le pourvoyeur d'emploi et de croissance, il faut totalement décomplexer ça pour que, effectivement, les forces vives, les acteurs, les entrepreneurs, les gens sérieux puissent aller dans l'agriculture et vivre à Kédougou, à Sefa, à Sédhiou ou ailleurs, ou à Podor, ou dans le Matam, nécessairement. Je crois que moi, j'ai voulu, je suis allé les voir parce que j'estime que l'agriculture c'est important. Comme je vous ai dit, c'est sur eux qu'on doit bâtir une politique agricole. Il était important qu'on leur parle et c'est ce que j'ai fait. Et le prestige de se retrouver derrière un bureau n'avance pas à grand-chose en tout cas. C'est utile. L'administration est utile, il ne faut pas la négliger parce qu'elle est chargée d'administrer, elle fait des prévisions, elle fait des études, elle fait des stratégies. Mais elle ne produit pas de valeur ajoutée. Voilà, la valeur ajoutée, c'est le secteur privé, ce sont les paysans, les ouvriers, les éleveurs. C'est eux qui produisent la valeur ajoutée. On doit les respecter. Et moi, en tout cas, moi, je les respecte. Alors, nous restons sur le terrain éducatif, l'enseignement supérieur. Quelle signification vous donnez ou vous avez donné à cette tentative d'immolation par le feu qu'on a constatée à l'UCAD? Oui, bon, je pense que c'est comme ces jeunes-là. Je leur ai dit d'ailleurs d'arrêter indirectement leur grève de la faim en leur disant que ça ne sert à rien de mourir. Parce que si vous mourrez, le capital humain que vous avez accumulé, il devient zéro. Votre famille perd, le Sénégal qui vous a formé jusqu'ici également perd. Donc je pense que c'est ce que j'aurais dit à ces jeunes de l'université. Ces formes de lutte sont extrêmes, elles ne sont pas acceptables. Je pense qu'il y a un problème sérieux à l'université de Dakar, tout le monde le sait. On produit plus de bacheliers que de capacités à les former. C'est une erreur de tout le monde, pour ainsi dire, depuis des années. Et donc, il faut gérer cette transition. C'est douloureux, mais on le fait par la négociation. On le fait certainement, il peut porter des brassards rouges, il peut faire des... Moi, je ne suis pas pour la grève des étudiants, d'ailleurs. Si on avait une minute, je vous ai raconté ce que j'ai vécu en Corée du Sud en 90. Je vous l'accorde. Bien, j'y suis allé et donc je me promenais et j'ai vu un institut universitaire de technologie. Et j'ai vu des étudiants qui étaient là, qui portaient leur basket, tout et tout. Et je suis allé, comme ils parlaient un peu anglais, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils font. Ils m'ont dit qu'eux, ils sont en train de se préparer pour manifester pour la réunification de la Corée. Donc une manifestation politique. Ils allaient donc affronter les policiers pour ça. Alors j'ai dit, ah bon, donc vous êtes en grève? Ah non, 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 nous ne sommes pas en grève. Les cours, c'est pour nous. C'est pour nous, voilà ce qu'ils m'ont dit. C'est pour nous, donc nous étudions jusqu'à 18h et après 18h, on va manifester. Donc il faudrait cultiver cette conception des études au Sénégal. Alors, le volet judiciaire de cet entretien est clair. Nous survolons très rapidement cette traque des biens mal acquis. Alors, le chiffre qui fait un peu mal aux neurones, 694 milliards de francs CFA. Vous semble-t-il vraisemblable que l'ancien fils du chef de l'État ait pu détourner une telle somme? Oh, certainement, moi je crois que c'est certainement plus que ça d'ailleurs. Oui. Je crois que ces gens-là ont dû au moins prendre 2500 milliards. C'est ce que moi, avec nos équipes, nous avons trouvé. C'est certainement beaucoup plus que ça. Et maintenant, là, ce sont des actifs.
Donc ce qu'il a pu injecter au départ et maintenant ce que sont ses actifs, ça a évolué. Et donc ce n'est pas quelque chose qui me paraît surprenant. Et par conséquent, je crois qu'il y a bien plus que cela. Ce monsieur et tous ceux avec qui il a travaillé, ils sont nombreux, aujourd'hui, ont pris en otage l'économie sénégalaise. Quand les Sénégalais disent « oui, l'argent ne circule pas », etc., une des raisons, c'est bien parce que c'est eux qui tiennent l'économie sénégalaise. Et je crois que le gouvernement devrait regarder ça très près. Moi, je l'ai dit à l'Assemblée nationale. Et donc, nous avons aujourd'hui des pans entiers de notre économie dont la propriété a changé durant ces dernières années et entre les mains des amis de ce monsieur. Vous êtes en train de dire qu'il y a assez d'éléments pour qu'il se retrouve en prison? Ah oui, assurément. Moi, je crois qu'il faut... aujourd'hui, c'est évident. Depuis, de toute façon, l'ANOCI, on le sait. Hein, déjà, les villas fictives, des 10 milliards là, de villas fictives de l'ANOCI, ça suffisait largement. Et nous avions préconisé d'ailleurs au président de la République de faire des audits. Bon, il a préféré prendre un autre chemin, qui est donc cette affaire d'enrichissement illicite. Nous l'avons suivi et accompagné, mais aujourd'hui, il faut aller vite. Il faut que cette affaire-là soit derrière nous d'ici quelques mois et qu'on puisse s'occuper sérieusement des réformes de l'économie sénégalaise pour que cette économie-là puisse prendre son essor et créer les emplois souhaités par les jeunes. Aller vite et certainement aller aussi au-delà de cette traque, c'est-à-dire revoir certainement le système de contrôle, le système d'alerte qui peut être incriminé. De toute façon, si on en est là, c'est qu'il y a bien eu dysfonctionnement de ce système de contrôle. Assurément. D'abord, il y a à plusieurs niveaux. Vous savez que nos organes de contrôle, on les a renforcés récemment, la Cour des comptes, on a changé la commission, on a mis en place l'OFNAC, c'est une très bonne chose. Je crois que l'inspection d'État également devrait être renforcée. Tout cela, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il y a la société civile qui doit jouer son rôle. Elle le joue, le forum civil, les journalistes, c'est bien. Mais je crois que ce qui est plus important, c'est d'avoir des dirigeants, des responsables qui soient véritablement patriotes. Le modèle qu'on propose, qu'on avait proposé nous au sein des assises, c'est un modèle basé sur le patriotisme économique. On l'a laissé tomber pour l'instant, mais il faut qu'on y revienne à ça. Si vous avez des DG qui ne sont pas des patriotes, si vous avez des ministres qui ne sont pas des patriotes, bien, ma foi, ça va être extrêmement difficile de pouvoir mener des politiques publiques, évidemment, qui préservent la richesse nationale, qui préservent les actifs, et comme vous le dites. Et donc ce volet-là est extrêmement important. Il faut qu'on fasse extrêmement attention. Le cas du port de Dakar, vous ne pouvez pas être DG du port de Dakar, c'est quand même la société la plus importante de ce pays, certainement, à mon avis, plus importante même que la Sénélec. Eh bien, on vous amène une société pour faire donc de l'exploitation portuaire là-bas. Eh bien, cette société DP World Dakar, c'est une filiale de DP World Sénégal, laquelle DP World Sénégal est domiciliée aux îles Baléares, ou je ne sais pas, Toleados, là-bas dans les îles Vierges britanniques. C'est pas acceptable. Pour quelqu'un qui aime le Sénégal, il faut refuser ça. Et tant qu'on n'a pas des dirigeants, des directeurs nationaux dans l'administration, des directeurs généraux, des ministres qui seront capables de dire non, ça ce n'est pas bon pour le Sénégal, ça va être extrêmement difficile de combattre. Vous dites nationaux, des directeurs nationaux? Le directeur national de l'agriculture, le directeur national dans l'administration, il y a des directeurs nationaux. Très bien, c'est très clair. Alors comment prévenir cette sorte de vol en réunion présumé à l'avenir? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. On a mis en place un peu des dispositifs avec l'OFNAC, la Cour des comptes. Encore une fois, moi j'estime que dans la nomination des personnalités, il y a beaucoup d'efforts à faire. On a proposé de faire des auditions à l'Assemblée nationale, mais tout cela n'est pas fait. Bon, on nomme un peu les gens des fois avec, à mon avis, beaucoup de légèreté dans des endroits stratégiques. Et ça, il faut qu'on rompe avec cela au Sénégal. Sinon, ça va être extrêmement difficile de faire avancer ce pays. Alors, quand vous dites ça, est-ce qu'on pourrait entendre que la notion de rupture annoncée par le chef de l'État n'est pas encore effective? La rupture, c'est un processus. Je ne crois pas que les Sénégalais voulaient une rupture brutale. Une rupture brutale, c'est la révolution. Donc, les Sénégalais n'ont pas voulu de cela, donc la rupture va être progressive. Maintenant, ça se fait au rythme du président, parce qu'on est dans un présidentialisme. Et donc, c'est lui qui définit la vitesse.
Et donc, comme je vous ai dit, il y a des initiatives très importantes que j'ai saluées, que je soutiens, mais il y a des endroits, des zones grises qu'il faut absolument nettoyer rapidement si on veut que cette économie prenne son essor et qu'on arrive à satisfaire les populations, notamment les jeunes. Alors, dernière question, M. Mamadou Lamine Diallo, la survie de Benno Bokk Yakaar, vous y croyez dans la perspective des prochaines locales? Moi, je ne suis pas au local. Moi, ce qui me préoccupe, c'est aujourd'hui l'emploi des jeunes. C'est pour ça qu'on est là. Il faut trouver des solutions aux problèmes des jeunes. Et donc, c'est sur cela, en tout cas, que le mouvement Tekki réfléchit. Et nous sommes, nous, dans Benno Bokk Yakaar, je le dis à l'Assemblée nationale. En dehors de l'Assemblée nationale, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je ne peux pas donc parier sur son avenir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une coalition basée sur des pourcentages, à mon avis, ne peut pas tenir longtemps, c'est évident. Quand vous observez à l'horizon les prochaines locales, vous ne pensez pas à Benno Bokk Yakaar, vous pensez Tekki? Je ne pense pas encore au local. Je vous dis, je pense d'abord aux solutions des Sénégalais. Il y a l'emploi, il y a les inondations. C'est plus bien loin. Et donc, mais oui, il faut, c'est vrai, partir à point, comme dit le poète. Mais enfin, nous avons des priorités. Nous y allons donc à notre rythme, comme j'ai dit. Et en tout cas, on verra à ce moment-là qu'est-ce qui va se passer. Mais en attendant, je crois que ces jeunes sont désespérés. Et il ne faut pas que ça continue. Il faut arriver à les rassurer et c'est ça notre rôle. Mamadou Lamine Diallo du mouvement Tekki, membre de Benno Bokk Yakaar. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir.